Voilà, on se retrouve pour cette émission en direct pour faire connaissance avec deux nouveaux candidats pour le Grand Conseil. Alors, à ma droite, Fabien Cheval. Salut Fabien. Salut. Alors, bonjour. toi, tu habites à Millevignes, plus précisément à Auvergne. Exact. Tu es ingénieur HES et tu es conseiller général pour cette commune. Voilà. À ma gauche, Marie-France Vaucher. Salut Marie-France. Salut, bonsoir. Alors, ma petite fiche me dit que tu habites dans le Val de Travers. Tu es chargée de projet en santé publique et tu es conseillère générale pour cette commune. Et puis toujours notre candidat vert au Conseil d'État, Roby Chop. Salut Roby. Salut. Bonsoir. Tu habites à Savagnier et tu es actuellement conseiller communal, chef du dicastère de la mobilité, de l'aménagement du territoire, de l'économie et du tourisme. Tout juste. On vous rappelle une dernière fois les règles du jeu. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, qu'on aura le plaisir de relayer auprès de nos candidats. Et d'ailleurs, nous avons une question de Nicole Berg. Quels sont vos projets pour la biodiversité et la protection du climat dans le canton? C'est tout un programme, Fabien. Oui, effectivement, c'est tout un programme. Je crois qu'on a beaucoup parlé de mobilité, d'infrastructure tout à l'heure. Je pense qu'il y a un enjeu assez important aussi dans le développement de ces nouvelles infrastructures de mobilité et de transport public qu'il ne faut pas négliger. C'est justement lorsqu'elles sont réalisées, notamment dans des milieux en race campagne, on va dire, il y a toute une série d'enjeux en lien avec la préservation de la biodiversité qui existent. Pas seulement la biodiversité, mais également tout ce qui est surface d'assolement, tout ce qui est surface boisée. Et je pense qu'il y a une certaine sensibilité à avoir dans la manière dont on conçoit et on imagine le développement de ces infrastructures. Ça me paraît essentiel de ne pas l'oublier lorsqu'on passera dans ces phases de projet. On rappelle aussi que le 13 juin, on vote pour 3 objets primordiaux au niveau suisse. Roby. Oui, il y a les deux initiatives jumelles, les pesticides de synthèse et l'eau propre, qui sont directement liés à la biodiversité, parce qu'il s'agit vraiment de l'impact direct et immédiat sur la faune, mais aussi sur la faune humaine, en définitive, parce qu'on a vu que malheureusement les restes, les résidus dans les eaux potables commencent à être une menace pour l'humanité, et évidemment la loi sur le CO2. Où les Verts sont alors clairement en faveur de la loi sur le CO2, dont on peut trouver qu'elle ne va pas encore assez loin, mais qui est la pierre angulaire essentielle pour pouvoir vraiment construire un système ancré dans la loi en faveur du climat, et qui serait dangereux de refuser parce qu'on veut aller trop vite. On veut aller trop vite, bien sûr qu'il faut aller vite, mais voilà, c'est une première étape qu'il faut accepter pour pouvoir construire. Marie-France. Oui, alors moi je suis un peu en terrain conquis en habitant le Val de Travers. Donc la biodiversité, on pourrait croire qu'on est privilégié, or non. Je dirais que la biodiversité elle est peut-être plus développée en milieu urbain que dans les régions ou les vallées du canton de Neuchâtel. Moi je fais un lien direct avec justement l'initiative Eau propre où on voit vraiment les pesticides, tout ce qu'on retrouve. J'habite aussi un village où on a un agriculteur un peu indélicat qui pollue et donc forcément que ça va dans le lac. Donc on doit vraiment veiller à développer vraiment cette biodiversité et surtout de la préserver parce que c'est quelque chose qui disparaît sans faire de bruit. Donc en tout cas au niveau du conseil général du Val de Travers, on réagit assez fréquemment sur ça, assez récemment aussi par rapport à une parcelle en cimetière. Et donc au niveau du canton, il faut qu'on fasse aussi quelque chose de plus général, de plus global sur cette biodiversité sous la forme d'une motion ou d'un postulat. Voilà. En tout cas, moi, je me sens prête à relever ce défi pour l'ensemble des régions du canton. On a une nouvelle question de Blaise. Le photovoltaïque sur les toits permet de couvrir 40% de la consommation actuelle d'énergie en Suisse. Est-il envisageable de couvrir les toits de La Chaux-de-Fonds malgré l'inscription UNESCO? Alors, nous n'avons pas de chaux-de-fonnier actuellement sur ces canapés. Bon, alors j'espère qu'on ne va pas égratigner les sensibilités chaude-fonnières. Moi, j'ai un peu de peine à comprendre, pour être tout à fait sincère, les restrictions UNESCO sur les toits solaires, parce qu'il y a une question d'esthétique qu'on comprend bien par rapport à un urbanisme qui existe, et puis on a des impératifs énergétiques, d'autant plus que les panneaux solaires, finalement, c'est pas des... Voilà, c'est aussi des installations qui peuvent être démontées, qui peuvent se mettre par-dessus un toit de tuiles historiques. En plus, le label UNESCO n'empêche pas à La Chaux-de-Fonds d'avoir des bâtiments modernes qui se font. Voilà, on a des preuves auxquelles tout le monde pense sans aucun doute. Et puis finalement, un toit,
s'il a des panneaux solaires, il est plus esthétique s'il est de manière homogène recouvert de panneaux solaires que s'il y a juste un tiers. Et c'est là que j'ai beaucoup de peine à comprendre ces logiques qui sont à mi-chemin entre l'esthétisme et puis la protection d'un patrimoine, mais où finalement on dégrade, enfin voilà, on fait des compromis alors que d'un certain point de vue, si on y allait franchement, et ce serait pas plus moche finalement esthétiquement d'avoir un toit entièrement solaire que d'avoir un toit patchwork. Mais ouais, j'avoue que autant je suis persuadé que notre culture et notre patrimoine historique sont importants, autant je pense que quand ça devient vraiment des freins à la sauvegarde finalement de notre environnement, il y a vraiment un questionnement qui doit se poser. Ouais, moi, je rejoins entièrement ce que Robbie vient de dire. J'aurais envie de remettre la question dans un contexte plus général. Je pense que les questions se posent de la même manière pour les bourgs historiques dans les villages, pas seulement dans le cas de l'UNESCO, où je pense qu'il y a vraiment cette on va dire, pesée d'intérêt à faire entre les enjeux environnementaux et la sauvegarde du patrimoine qui doit être aujourd'hui une préoccupation et qui doit, à mon avis, être traitée par le canton. Je pense que c'est une prérogative du canton, il y a des lois qui régissent ça, et ça c'est quelque chose sur lequel le Grand Conseil pourra aussi intervenir et se positionner dessus, ainsi que les services de l'État. Alors, moi je fais un parallèle avec le périmètre ISOS qui est peut-être plus fréquent dans certaines communes. Donc je fais partie de la commission d'urbanisme de ma commune, et c'est vrai que c'est des longs débats entre justement cette fameuse pesée d'intérêt entre ce périmètre ISOS, normalement on doit maintenir et sauvegarder le bâti, et puis les enjeux environnementaux et notamment la pose de panneaux solaires et photovoltaïques. Et puis quand même ce que je m'aperçois, c'est l'avancée technologique. J'ai passé tout à l'heure en venant sur la bourcarderie, ce fameux toit. On voit l'évolution maintenant des panneaux photovoltaïques qui ressemblent à de la tuile. Donc j'imagine peut-être qu'il y aura un aménagement dans le cadre du périmètre UNESCO, mais en tout cas dans le cadre des périmètres ISOS, nous on fait cette distinction. On essaye de veiller à une sauvegarde justement que ça soit parallèle, que ça soit de la tuile qui soit vraiment intégrée, donc avec quand même des négociations avec les propriétaires, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que finalement on parle beaucoup de législation, mais finalement c'est les propriétaires qui payent, et puis eux ils aimeraient avoir un rendement, ils n'aimeraient pas avoir non plus des coûts disproportionnés, sinon on arrive à une espèce de solution contre-productive parce que les gens vont renoncer si on les déstabilise avec de la réglementation. Donc c'est vraiment cette pesée d'intérêt privé, public, et puis aussi l'enjeu futur par rapport à l'autonomie énergétique. On passe à un tout autre thème proposé par Bio1897 qui nous dit « Bonsoir, comment aller vers une alimentation plus durable, notamment en ce qui concerne la réduction des produits d'origine animale ?» C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les décisions de consommation sont beaucoup des décisions individuelles en définitive, et puis qu'on a encore cet atavisme qui veut que voilà, la viande et la nourriture animale c'est quelque chose d'assez spécial, et puis qui est un signe d'une part de richesse, d'une part de bonne alimentation, puis qu'on en consomme trop aujourd'hui, puisqu'elle est devenue tellement accessible qu'on en consomme beaucoup trop. On peut penser à l'éducation, l'éducation dans les écoles aussi, la sensibilisation des enfants. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi dans tout ce qui est la restauration collective. Il y a les cantines, mais il n'y a pas seulement les cantines, il y a aussi toutes les réceptions, toutes les occasions officielles qui sont en main des fois des pouvoirs publics, des fois d'une entreprise, de l'organisation, où c'est vrai que systématiquement, toujours par une espèce d'habitude culturelle, on sert essentiellement des produits avec de la viande, des produits laitiers, des produits d'origine animale. Il est extrêmement difficile finalement de trouver des produits non animaux. Donc moi, à un moment donné, je pense que malgré tout, on doit avoir le courage dans le cercle de l'État puis de ces institutions qui sont proches de se donner des normes. Parce que voilà, bon an mal an, c'est un petit peu comme ça que ça marche dans l'administration. On doit respecter un pourcentage temps et puis pas hésiter à exiger ou je sais pas, moitié, 2 tiers. On peut discuter sur la quantité d'alimentation végane pour lâcher le mot.
dans tout ce qui est proposé par les services publics et l'État et finalement ses institutions proches. Moi, je rejoins entièrement ce que dit Roby. Il y a un élément sur lequel je suis pour ma part assez sensible, c'est cette question du devoir d'exemplarité de l'État, qui, non content de promouvoir et de sensibiliser les gens en fait, à ces questions environnementales, doit aussi lui-même montrer l'exemple. Je pense que c'est important. Je pense que ça véhicule un message positif. Et puis effectivement, le fait d'avoir un système dans lequel on propose aux personnes dans les cantines, aux élèves, aux enfants, etc., le choix de pouvoir tester du vegan, de pouvoir essayer. Je pense que c'est important, ça permet aussi, dans une certaine forme de sensibilisation, de montrer aux gens, bah voilà, il y a d'autres options qui existent que du produit animal à 100%. Oui, et puis l'État agit aussi à travers des programmes de prévention, que ce soit au niveau de l'alimentation, des chutes et d'autres choses. Donc là aussi, je pense qu'il y a un message à faire passer. Roby, tu parlais de culture. Je pense aussi qu'il y a une méconnaissance. Beaucoup de gens pensent que c'est risqué de ne pas manger de viande. Et je pense qu'il y a pas mal de communication là autour à donner. Il se trouve que moi, je ne mange plus de viande depuis une année, mais j'ai dû faire face justement à certaines interrogations, etc. Et finalement, je m'en porte beaucoup mieux. Et je pense que tout ça me fait penser que c'est beaucoup au niveau de la communication, au niveau aussi du marché, de ce qu'on propose. Et puis effectivement, tous ces programmes de prévention et puis qui permettent aussi de dédiaboliser un peu ça. Le terme de vegan est encore assez tabou. Oui. On parle de végétalien, etc. Mais je pense qu'il y a encore pas mal à faire. Et pour moi, j'ai aussi fait ça par choix, justement, l'impact sur la biodiversité, sur le climat, etc. Et mes enfants suivent. Et je pense qu'aussi dans les écoles, quand on parlait d'exemplarité dans les écoles, il y a aussi quelque chose à faire. Il y a la pomme à la récré. Hein, tout le monde a connu la pomme à la récré. Donc je pense qu'il y aurait peut-être aussi des choses à développer de ce côté-là. Mais j'aime bien cette histoire de pomme à la récré parce que si on se met dans les... Voilà, quand on voyage dans le monde, etc. Finalement, les plats des pauvres, hein, si je peux me permettre, qui peuvent être exotiques, hein, le maïs en Amérique du Sud, le riz, mais même les pâtes. Hein, en général, c'est des plats, en tout cas sans viande, souvent même sans protéines animales, et c'est les plats traditionnels. Hein, sauf qu'on les oublie très vite parce qu'on a cette espèce de mirage de la viande comme finalement signe de progrès. Et il faut déconstruire cette image, c'est juste. Hein. Mais après, il faut quand même avoir une alimentation adaptée. Absolument, oui. C'est pas remplacer la viande par seulement des légumes. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais aussi de communication. C'est quand on va voir le pédiatre, il va vous brandir toutes sortes de choses pour moi que vous manquez de rien. Donc c'est un petit peu à ça que je fais allusion aussi, pour que tout le monde ait un petit peu une boîte à outils pour pas passer comme ça de sans viande à que des légumes. Ça ne jouerait pas non plus. Tu parlais de voyage, Roby. Moi, je propose qu'on traverse l'Atlantique avec cette question de Blaise qui nous dit: le président US Biden propose un taux d'impôt minimal de 21% au niveau international pour les multinationales. Serait-ce une solution pour remonter les taux applicables en Suisse et dans le canton? Ça me rappelle, c'est une question qui me rappelle mes heures de commission fiscalité au Grand Conseil. Je dirais si le président Biden arrive à faire passer ce genre d'idée, je pense qu'il fera le plus grand bien à beaucoup de monde ailleurs qu'aux États-Unis. C'est vrai qu'on a toujours ce grand système de vases communicants des grandes sociétés internationales hein, voilà, il faut en être conscient, hein, peuvent jouer avec les réglementations. Et puis paradoxalement, en plus, déjà aujourd'hui, on le sait peu parce que la rhétorique des milieux économiques ne va pas dans ce sens-là, mais les Américains finalement empochent comme impôt ce que les sociétés américaines ne payent pas à l'étranger. Hein, je veux dire, si une société américaine en Suisse est taxée à 5% alors qu'elle paierait 9% aux États-Unis, les États-Unis vont encaisser les 4% qu'elle ne paye pas à l'étranger. Donc ça donne des situations très très paradoxales dans les raisonnements fiscaux de ces sociétés. Mais il faut aussi savoir que les États-Unis ne sont pas tout à fait honnêtes non plus parce qu'ils ont leurs propres paradis fiscaux internes. C'est un bel effet d'annonce, mais j'attends un peu pour voir, honnêtement. Mais je pense que c'est quand même un signal rhétorique qui est bon à prendre.
Et c'est vrai qu'après, il y a quand même une chose, les sociétés ne peuvent pas indéfiniment payer zéro impôt nulle part, parce qu'à un moment donné, aucune collectivité ne voudra plus les accueillir, parce que finalement l'impôt sur les salariés, surtout si les salariés peuvent habiter en dehors finalement de la zone de perception de l'impôt, c'est plus une motivation suffisante. Et là, le système de la baisse fiscale pour les entreprises, à mon sentiment, il a atteint des limites en dessous desquelles il ne pourra pas descendre. Il est peut-être déjà un peu trop bas d'ailleurs. Il nous reste 5 minutes, je vous propose qu'on parle peut-être encore d'un dernier thème qu'on n'a pas abordé ce soir, c'est le thème de la santé, et notamment au niveau de l'actualité sanitaire. Est-ce qu'il faut repenser notre système de santé cantonale, Marie-France, toi qui travailles dans ce domaine-là, au vu de la situation sanitaire actuelle et à venir? Je pense qu'on ne peut pas sortir indemne de ces 2 vagues successives en espérant qu'il n'y en ait pas une troisième. On doit vraiment tirer les leçons de ces 2 premières vagues. Je pense que le système actuel a montré quand même certaines limites en termes de solidarité déjà. On a vu la première vague, il y a eu pas mal de solidarité, que ce soit au niveau soignant ou non. Donc la solidarité des gens entre eux, et moi j'ai l'impression que ça s'étiole avec le temps. Sur la durée. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des enjeux en termes de formation, que ce soit formation du personnel soignant. Moi, je travaille dans le domaine des EMS. On a vu l'importance de maîtriser tout ce qui est prévention et contrôle des infections. Et c'est très déstabilisant pour le personnel, des fois qui était démuni, fatigué, de voir que la pandémie continuait. Donc voilà, c'est vraiment donner ces outils-là. Et puis peut-être juste faire un détour avec la CCT Santé 21, dont on sait que le terme approche. Donc aujourd'hui, le canton de Neuchâtel a un avantage très très important sur tous les autres cantons, c'est qu'on a quasi tout le personnel soignant qui est affilié à la CCT Santé 21, que ce soit dans le domaine des EMS, les soins à domicile, le domaine hospitalier ou le centre neuchâtelois de psychiatrie. Donc là aussi, on voit que si on veut avoir du personnel motivé, on doit aussi avoir du personnel qui a une bonne couverture, des bonnes conditions de travail, sinon on n'y arrivera pas non plus. On a du personnel qui est épuisé actuellement, et donc je pense que ça sera un signal fort. Voilà. Et puis pour le système de santé en général, moi je dirais que ça devra changer au niveau fédéral, puisqu'on va avoir un renversement de la population. La population âgée va devenir plus importante, donc qui a bien sûr besoin de plus de soins. Donc on voit que le système des caisses maladies aujourd'hui, à futur, on n'arrivera pas sans devoir repenser fondamentalement ce principe-là, et puis de poser sur des bases de solidarité, je le rappelle, enfin ça me tient à cœur. Donc pour la convention, CCT, c'est Convention collective de travail. Exactement, voilà. La santé, je crois que Marie-France a très bien expliqué les enjeux, elle les a bien mis en évidence. Il y a peut-être un point sur lequel on n'a peut-être pas parlé, mais c'est que ce qu'on constate, c'est que la formation dans le domaine de la santé, notamment dans les soins infirmiers, etc., elle est aujourd'hui peu valorisée en Suisse. Je pense qu'elle mériterait probablement d'être valorisée pour qu'on ait peut-être une partie du corps médical, du personnel soignant suisse qui soit peut-être formé ici à l'interne. Je ne sais pas si là il y a quelque chose aussi à faire, à valoriser ces formations-là, à valoriser ces métiers aussi aujourd'hui, quoi. Il existe des filières dont on va vraiment les stabiliser. Il y a une filière à Saint-Imier, donc effectivement il faut qu'on les ancre dans le système de formation. Non, c'est vrai qu'on forme pas assez, on forme pas assez de personnel, en plus de la formation elle-même des filières. Et ça, je pense que c'est un problème qui va devenir de plus en plus aigu avec l'évolution démographique que Marie-France nous décrit. Après, c'est vrai qu'il y a une question qui s'est beaucoup posée, c'est aussi le dimensionnement du système hospitalier. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que est-ce qu'on doit dimensionner le système hospitalier je dirais, de manière permanente pour une crise sanitaire ou pas, ce qui voudrait aussi dire d'avoir des capacités à vide longtemps, dans une grande durée. Et la question est un petit peu plus compliquée, mais c'est vrai que d'avoir du personnel en suffisance, parce qu'aujourd'hui, en plus, on a de la peine à recruter, on recrute beaucoup à l'étranger, ce qui est donc pas très... Enfin, ce qui est finalement pas un bon système, il faut bien le dire, on génère de la pendularité transfrontalière, on prive les régions voisines de leur personnel médical. Il y a vraiment, je pense que je peux vraiment me rallier au fait que la formation, autant du point de vue quantitatif que du point de vue des filières, est la clé aujourd'hui. Ça, je crois qu'on doit le dire.
Roby, tu gardes la parole sur l'avant-dernière question de Nicole Berg. Ça aurait été possible de faire des contrôles plus fréquents pour l'eau, les aliments, l'air, etc. Pourquoi pas aussi par des labos en dehors de l'État? Mais c'est une très bonne question. Les contrôles, je pense qu'on peut en faire la question finalement avec quelles conséquences. Aujourd'hui, on a quand même une image assez précise de l'état de pollution de nos eaux en particulier. Hein. On parle des aliments et de l'air. Alors pour les aliments, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que ça, c'est le vétérinaire cantonal. Il va dans des magasins, il prélève des aliments et puis il peut effectivement dire assez précisément bah, tel et tel magasin ou tel et tel producteur d'aliments n'est pas conforme aux règles, donc on peut intervenir de manière très précise. Par contre, quand on a constaté que les eaux sont trop chargées en tel et tel produit, ben c'est difficile de remonter un à un chez quelqu'un et puis lui dire ben, il faut intervenir. Et c'est pour ça qu'on a cette initiative populaire sur l'eau propre, parce que c'est vraiment tout un système qui doit être changé pour que, je dirais, tous les petits ruisseaux qui font, voilà, c'est un peu facile à dire, les grandes rivières de pollution puissent être maîtrisées avec une base légale. C'est vrai que si on n'a pas la base légale pour intervenir, ben on constate, mais moi aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on manque de contrôle, on manque plutôt des moyens pour remédier. Il y avait encore dans les éléments qui étaient cités la question de l'air, et moi je pense que la question du contrôle de l'air aujourd'hui fait complètement sens dans la mesure où on est en train de réfléchir à la mise en place d'un plan climat. Un des éléments clés du plan climat, ça va être la question des émissions de CO2. Et pour avoir un monitoring, un suivi, être sûr que les mesures qu'on va prendre aient réellement un effet sur la qualité de l'air qu'on respire, je pense qu'effectivement il y a lieu de mettre en place des contrôles, un monitoring de la qualité de l'air. Alors j'ai parlé de CO2, on peut aussi imaginer d'autres questions comme les PM10 et les PM2,5, donc c'est les particules fines qui elles ont un impact direct sur notre santé. Peut-être juste au niveau de l'eau, aujourd'hui c'est assez bien réglementé. En principe, les communes doivent faire appel à des fontainiers qui sont formés. Ensuite, il y a des autocontrôles qui doivent se faire de manière régulière. Presque toutes les stations, en tout cas d'approvisionnement en eau, sont pourvues de systèmes d'alarme avec déviation sur smartphone. Donc il me semble que sur ça, on est assez bien calé. En tout cas, il me semble qu'on est assez bien privilégié. Au niveau des STEP, il y a aussi tout un programme de modernisation qui est en train de se mettre en place pour lutter contre les micropolluants. Maintenant, comme le disait Roby, c'est vraiment de monter à un étage, à un niveau supérieur avec des moyens spécifiques. Mais je dirais que le travail qui est fait en tout cas au niveau des communes pour contrôler les eaux est admirable. Après, moi j'ai vécu en 2003 une pollution où il a été difficile de remonter, mais on a trouvé le pollueur, mais n'empêche qu'il a fallu tout remettre à niveau, tout nettoyer, les cuves, etc. Donc on voit que ça reste fragile, mais en même temps c'est important, la qualité de l'eau, l'eau c'est la vie. On aurait pu rester là-dessus, mais on a encore une question d'Héraclide. La nouvelle loi sur le CO2 prévoit une surtaxe de 30 francs sur les vols courts, pas assez dissuasive selon moi. Qu'en pensez-vous? C'est une question qui est assez délicate, qui n'est pas évidente. Pour reprendre les choses dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic aérien échappe complètement aux différents accords, notamment aux accords de Paris sur la diminution des émissions de CO2. Je pense que taxer les vols de 30 francs irait de toute façon dans le bon sens, parce qu'on se retrouve dans une situation extrêmement paradoxale aujourd'hui où un vol en avion pour aller à Nice avec les entreprises low cost ne coûte quasiment plus que les frais d'aéroport, donc rien du tout, et on se retrouve dans un paradoxe complètement aberrant en fait dans le rapport qu'on a par rapport au voyage, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler aujourd'hui, et puis je pense revenir à quelque chose qui est plus proportionné aussi. Par rapport à cette nouvelle loi, effectivement, la surtaxe de 30 francs pour les vols courts, on doit faire appel quand même au bon sens des gens. Moi, je rejoins un petit peu ce que dit Fabien. Je trouve incroyable de payer plus cher d'aller de Neuchâtel à l'aéroport de Genève que de Genève à Nice. Donc il y a un problème de fond, mais malheureusement, on touche une liberté économique qui n'est effectivement pas couverte par les accords de Paris de 2015 validés en Suisse en 2017. Donc voilà, maintenant 50 francs, est-ce que ça dissuadera plus? À un moment donné, on risque d'avoir un effet
inverse, c'est-à-dire que les compagnies vont devoir être quand même rentables. Et l'effet pervers que je pourrais voir, c'est de ne plus entretenir suffisamment les avions. Oui, alors moi, pour dire en 2 mots, oui, je pense aussi que 30 francs, c'est entre guillemets trop peu, mais aujourd'hui, c'est rien. Donc voilà, c'est un pas, au moins le principe est posé. Et puis, je dirais, c'est un petit peu le discours qu'on faisait tout à l'heure sur la loi sur le CO2. Hein. En tant que vert, on sait parfaitement qu'elle doit aller plus loin dans un deuxième temps. C'est le premier compromis que le Parlement suisse a réussi à mettre sur pied. Il faut dire oui pour continuer. Et puis voilà, dire 30 francs, voilà, c'est au moins 30 francs. Et puis si ça doit être 50 ou 60 ou 70 dans 4 ou 5 ans, voilà, le principe au moins il est posé, après on discute du montant. Aujourd'hui on discute encore taxe ou pas taxe. Et je pense que c'est très important de dire oui au principe et puis de laisser les discussions sur les sommes plus évoluer ensuite. C'est la politique des petits pas, comme je vous ai remarqué un candidat la semaine passée. Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup à vous 3. Merci beaucoup aux candidats qui se cachent dans la pénombre et qui sont venus dans la lumière tout à l'heure. Vous pourrez nous retrouver, vous pouvez les retrouver en vrai lors des différentes activités plein air dont vous trouvez l'agenda sur notre site internet. Et puis si vous avez envie de revisionner aussi les streamings de la semaine passée, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube. On vous souhaite une belle soirée et on remercie aussi Yves à la réalisation. Belle soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée.